connais pas, mais moi, je sais depuis toujours qui tu es, depuis ta naissance. De quelle famille du quartier es-tu? Je suis de ta famille. Je préfère que tu sois de bonne humeur pour entendre ce que j'ai à te dire. Et qu'as-tu à me dire? Tiens cette clé. C'est la clé de ta voiture. Reprends ta clé et laisse-moi partir. Je suis ton mari. Je n'ai pas encore vu ta dot. Ce n'est pas nécessaire dans notre union. Nous sommes liés depuis ta naissance. Maintenant que je t'ai informé, tu auras la fortune et tu seras heureuse. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, avec la couleur de l'argent, titre de l'œuvre que nous avons en débat ce soir avec notre invitée, Komara Constance Mariam, nous ouvrons les portes de la physique, mais aussi les portes de la métaphysique, parce que le spirituel, le mysticisme se mêlent dans cette œuvre qui parle de l'appât du gain. Enfin, notre auteur est là, Komara Constance Mariam, avec beaucoup de plaisir. Nous sommes en votre compagnie, également en sa compagnie. Il faut, juste pour rappel, dire que nous sommes toujours à l'Université Félix Houphouët-Boigny, et c'est donc la Bibliothèque centrale qui nous accueille encore ce jeudi. Madame Komara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ah, vous le remercie. C'est une rencontre, le livre commence par une rencontre assez choc et brutale que fait notre personnage principal, Adam. C'est Adam ou Adamé? Adam. Adam. D'accord. Alors, elle rencontre un esprit qui lui avoue être son mari. Et ce qui m'intrigue, c'est qu'il dit que sa mission change maintenant auprès d'elle. Avec cette demande permanente, il était son protecteur. Maintenant, il passe à une autre étape, il devient son mari. Il est invisible, il lui offre une voiture visible et des billets de banque très, très visibles. Oui, effectivement, Adam apprend ce jour-là qu'elle devient une épouse. Voilà, l'épouse d'un djinn, c'est-à-dire un esprit immatériel, qui la protégeait depuis qu'elle est née, puisqu'il lui dit qu'il est né en même temps qu'elle. En même temps qu'elle, qu'il a protégée depuis. Et vu les plaintes successives d'Adam, qui n'arrivait pas à se trouver un époux, il décide de changer de rôle, de protecteur. Et il devient désormais son époux. Ça interpelle, donc attention à ce qu'on dit. Attention, parce que quand on appelle, on désire quelque chose. Bon, on ne sait pas s'il y a un esprit malin qui passe là, c'est tellement qu'il peut voilà, capter et puis en faire une réalité. Et donc, c'est un peu le cas d'Adam. Son djinn protecteur décide de devenir son époux. Parce qu'à son âge, elle n'est pas mariée dans toutes ses prières. Elle aspire à cela. Toutes ses amies d'enfance sont mariées, ses petites sœurs se marient. Et bon, finalement, son djinn décide de devenir son époux. D'accord. Et il lui offre évidemment voiture, millions, des millions, une vie de rêve. Oui, entre griffes. Elle ne refuse pas. Pourquoi vous ne faites pas refuser cette alliance contre nature à notre personnage principal? Adam, c'est une petite commerçante. Elle a un étal sur un marché. Et quand elle voit autour d'elle les autres dames qui ont de grands magasins achalandés avec tout ce dont elle désire, elle a aussi ce désir-là. En plus du besoin d'avoir un époux, elle aimerait être une grande commerçante. Et quand ce djinn-là lui promet la fortune, si elle accepte d'être son épouse, elle ne dit pas non. Elle ne dit pas non parce que par cupidité, voilà, elle s'allie à ce démon-là. Qu'est-ce que vous voulez mettre en relief? L'alliance humain-esprit, évidemment, c'est une alliance qui ne marche pas très bien quand les objectifs de celui qui est invisible ne conduisent pas vers Dieu, n'est-ce pas? On dirait même que c'est contre nature. C'est contre nature. Voilà, comment accepter d'avoir... qui promet tout sauf enfant. Voilà. Sauf un enfant, parce que je ne pense pas que cela puisse exister. Ah, Dieu voilà, un être humain, mi-homme, mi-djinn, ça n'existe pas. Mais elle fait fi de tout cela. Elle fait fi de tout cela, l'appât du gain, la cupidité. Il font qu'Adam perd tous ses repères. C'est un fait réel, une histoire que quelqu'un vous a racontée, que vous mettez en relief ici? Non, j'ai voulu lever le coin de voile sur ce phénomène dont on parle très souvent chez nous en Afrique, le phénomène de mari de nuit. Pourquoi ça vous interpelle tant, ce phénomène? Vous l'avez vécu vous-même? Non, pas du tout. Peut-être heureusement pour moi, sinon j'aurais subi des séances et des séances d'exorcisme. Heureusement pour moi. Mais pourquoi, enfin, je vous aurais pu parler, je ne sais pas, du mariage, vous aurez pu parler, enfin, pas mal de choses, mais pourquoi principalement de... Mais en parlant d'Adam,
Il y a deux aspects. Il y a d'abord le volet possession. Elle est possédée par ce djinn-là. Et puis, finalement, ce djinn-là l'entraîne vers la cupidité. Vers la cupidité. Est-ce qu'elle n'était pas un peu cupide elle-même? Non, la preuve, elle était envieuse, en fait. Elle n'a fait que surfer sur la vague. Absolument. Elle était très envieuse. Elle enviait toutes ces commerçantes-là qui avaient tout. Et elle, elle trimait tout du matin au soir pour avoir quelques centaines à peine de mille. Et donc, c'est l'envie, en fait, aussi. Donc, il a surfé, comme on l'a dit, sur la vague. Hein. Elle a été prise à son jeu. Donc, premier point, c'est donc les maris de nuit ou de jour, enfin bref, ces alliances un peu... mari permanent, voilà, ces alliances un peu contre nature, mais qui apportent ascension, élévation, prospérité. Une certaine ascension et élévation, vous le dénoncez. Est-ce que des femmes vous ont appelé pour dire « Attention, j'ai l'impression que tu parles de moi ». J'ai eu des retours dans ce sens-là, mais elles ont trouvé que j'étais allée un peu fort quand même. Voilà. Surtout quand ce djinn-là possède Adam. Ouais. Et dans leur relation sexuelle, au lieu de la semence normale de l'homme, lui, c'est du sang. C'est du sang. Elles m'ont dit non, nous, c'est pas du sang, mais on se sent mouillé. Et donc, véritablement, on était convaincus qu'on avait un mari de nuit. Aujourd'hui, vous parlez de djinn, c'est peut-être la même chose. Et bon, grâce aux prières, on a pu être délivrés. D'accord. Voilà. Et le second point, c'est vrai que dans le livre, il y a pas mal de thématiques qui sont mises en exergue. On a donc cette possession, on a la cupidité. On a la cupidité, on a l'excision également, mais appesantissons-nous un peu sur Khajuraho. Voilà. Une ville qui existe en Inde et qui a plusieurs temples. La particularité de ces temples, c'est que les fresques qui sont sur les murs sont des scènes très orgiaques. Oui. Alors, vraiment de l'extrême, du plus simple à l'extrême vraiment de la relation sexuelle qui pourrait exister sur la Terre. Contre nature. Contre nature. Parce qu'en plus de toutes ces scènes sexuelles normales, hommes-femmes... Il y a du tout. Il y a du tout, de la zéophilie, de la nécrophilie. Et ben, je me suis interrogée. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez parlé... Pourquoi vous le mentionnez dans votre œuvre, La couleur de l'argent? Et vous faites allusion à ces grandes commerçantes, enfin, dans votre livre, ces grandes commerçantes qui partent dans cette ville-là, à Khajuraho. Et notre amie Adam, qui ne savait pas du tout ce qu'on y faisait, mais elle s'est dit, suivons-les, s'est retrouvée prise dans cet temple-là où il fallait donc faire ses orgies. Et l'esprit, évidemment, qu'elle a, en acquaintance avec les gérants de là-bas, n'ont pas pu avoir accès à son corps. Pas du tout. Mais je me suis dit, de deux choses l'une. Soit l'auteur nous dit qu'attention, certaines grandes commerçantes que vous voyez sur la place ne sont peut-être pas très simples. Leur argent, il y a pas mal de questions à se poser sur l'origine des marchandises et de leur argent. Est-ce qu'elle aura le cran de pouvoir le dire haut et fort à l'antenne? Allons-y donc. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous mettez en lumière le secret de réussite de certaines grandes dames qui ont pignon sur rue dans le commerce? J'avoue que je ne jette pas l'opprobre sur toutes ces commerçantes-là. Dans mes recherches, j'ai voulu comprendre pourquoi aller en Inde. Parce que pour moi, l'Inde ne recèle pas d'articles véritablement susceptibles d'intéresser nos populations. Mais elles ont cette destination-là fort prisée et elles y vont chaque année, 2 fois par an, pour aller s'approvisionner. Et quand j'ai poussé mes questions un peu plus loin, certaines m'ont parlé d'une bague magique qu'elles iraient chercher en Inde, qui leur procurerait... Ça, c'est dans la réalité. Dans la réalité. Et donc, je me suis dit, mais pour une bague, on n'a pas besoin de payer un billet d'avion, aller jusqu'à aussi loin. Pourquoi la bague ne viendrait pas à vous? Et là, elles n'ont pas voulu être claires là-dessus. Donc, du coup, mon imagination a joué. Voilà, et donc, vous vous êtes dit, si elles ne sont pas claires, moi, je crée des orgies. Voilà, je crée des choses... Pourquoi des orgies? C'est sur la base des fresques? J'avoue que j'ai choisi la ville de Khajuraho parce que je suis moi-même intriguée par ces pratiques-là au niveau de l'Inde. Tout le monde connaît le Kama Sutra. Il est venu de l'Inde. Pour les Indiens, l'extase sexuelle doit faire partie de la vie. Et il faut changer, il faut casser, pas de monotonie à leur niveau. Mais à Khajuraho, sur les temples, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des scènes orgasmiques,
qui attire mon attention. Pourquoi des relations... Et qui vous interpelle. Voilà, qui m'intrigue. Pourquoi des relations entre des hommes et des animaux? Pourquoi la nécrophilie avec des morts? Je me suis dit, il y a forcément quelque chose en dessous. Mes recherches ne m'ont pas permis. Et vous n'avez pas pu avoir la vérité. J'ai pas pu avoir la vérité. Voilà, j'ai pas pu avoir la vérité. Alors, qu'est-ce que le lecteur devrait penser ou le téléspectateur devrait retenir sur cette partie? Il y a des pratiques aussi en Inde, voilà, dont on essaie l'origine, le pourquoi. Peut-être que certains m'appelleront pour me dire, moi, je sais pourquoi est-ce qu'il y a ces pratiques-là. Et donc, moi, ces commerçantes... Nous sommes tous dans l'expectative, alors? Oui, oui. Et donc, j'ai relié, en fait, ce mystère, le mystère que ces commerçantes-là gardent autour de leur voyage en Inde. J'ai relié ça à ces pratiques-là. Après cela, elle sent qu'elle a besoin de se débarrasser de cet être qui empoisonne sa vie. Qui devient un fardeau pour elle, qui devient un fardeau. Après avoir joui de tout ce qu'il fallait. Voilà, elle se pose la question de savoir, est-ce que l'argent fait véritablement le bonheur? Et surtout, cet argent acquis de cette façon. Acquis de cette façon, lui a permis de voyager, lui a permis de rendre service à certaines personnes. D'avoir un nom. Oui, d'avoir un nom, comme il lui a promis de rentrer dans la prospérité, d'être une grande commerçante prospère aussi. Mais finalement, en même temps, elle se dit... Elle a un manque quand elle est avec ses sœurs, quand elle est avec son ami. Qui ont leurs enfants. Qui ont leurs enfants. Leur famille. Et elle ne peut pas en avoir. Elle se dit, je ne suis pas très vieille. Il faut bien que je me débarrasse de ce djinn-là pour pouvoir vivre normalement. Ce qui l'amène au Sénégal. Ce qui l'amène au Sénégal. Pourquoi le Sénégal? D'abord au Mali. Au Mali? D'abord au Mali. Ça n'a pas marché à Bandiagara? Bon, elle est du Mali. D'abord, elle va à Bandiagara. La première fois qu'elle s'y rend, elle ne trouve pas l'imam en question. Et son ami Abi l'emmène au Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Vous aurez pu choisir un autre pays. Pourquoi nous arrivons au Sénégal? Au Sénégal, parce que, bon, il y a de grands imams là-bas. Et au cours de mes recherches, j'ai appris qu'ils pratiquaient de véritables séances de délivrance aussi, concernant les possessions avec des djinns. Et donc, c'est pour cela que j'ai basé... Vous l'avez mis dans l'œuvre. Voilà. Et elle part au Sénégal on a la délivrance. Qui est le pays de son ami Abi, qu'elle a aidé, qu'elle a sorti des griffes de l'immigration. Donc, qui est le pays d'Abi. Donc, en allant rendre visite à Abi, bon, elle en profite parce qu'elle se sent vraiment chargée et elle a envie de se débarrasser de ce fardeau. Et pendant la séance de délivrance, on a des choses, je pense, qui seront relevées par le docteur Jay, qui va arriver dans quelques instants. Mais bon, on a un mouvement géographique, c'est exprès? Oui, parce que je suis une passionnée de voyage. Ah, on le sent. Je suis une passionnée de voyage. On le sent dans l'œuvre. On le sent dans l'œuvre. On a des espaces. On sent qu'on a des espaces. C'est vraiment très segmenté. Espace, temps, ville, pays. Et c'est comme une boucle. Nous allons recevoir maintenant le docteur. Hein. On va le recevoir. Et qui, assurément, aura également son regard sur l'œuvre. Il va révéler d'autres points, souligner d'autres aspects. Et ensemble, on comprendra encore mieux.